Mauthausen, itinéraire d'un déporté, se veut une visite immersive au cœur de la machine concentrationnaire nazie. Le camp de Mauthausen a été construit à partir de 1938 en Autriche et il sera libéré par les Américains, la 11e division blindée, en mai 1945. Nous sommes ici sur la place sur laquelle arrivaient les déportés et au loin, vous voyez l'entrée principale. Nous voilà désormais face à l'entrée du camp. Elle était autrefois surplombée d'un aigle nazi avec la croix gammée. Aujourd'hui, elle a disparu. Elle a en effet été démontée à la Libération en mai 1945. Il n'en reste que les supports de fixation. De chaque côté de cette porte, il y a 2 miradors qui surveillent l'arrivée et la cour des garages de l'autre côté. Lorsque les déportés franchissaient ce portail, ils rentraient dans le camp et débutait alors le processus de déshumanisation. Nous venons de franchir le portail d'entrée et nous nous retrouvons au cœur de la cour des garages. Cette vue à 360 degrés vous donne une idée des dimensions. Elle est immense. Lorsque les déportés pénètrent dans cette cour, ils ne le font pas seuls. Ils sont accompagnés des gardes SS qui avaient à leur côté des chiens qui aboyaient sans cesse pour leur faire peur. Dans cette cour, les déportés vont commencer par se séparer de tous leurs effets personnels. Ils ne gardent que leurs vêtements pour un court instant. Au fond, sur la droite, en cheminant jusqu'à son extrémité, se trouve l'escalier qui permet d'accéder au niveau de l'entrée principale. On passe devant les bureaux administratifs du camp, sur la gauche, où les déportés allaient s'enregistrer. On confisquait alors leurs papiers d'identité. Ce n'est que plus tard qu'ils seront tatoués comme des animaux. Il y aura aussi un morceau de tissu, un triangle ou une étoile qui indique pourquoi ils sont là. Les déportés franchissent maintenant l'entrée principale et comme vous le voyez, elle est surplombée de 2 miradors. Nous avons franchi le portail d'entrée du camp. Nous sommes désormais sur l'Appelplatz ou place d'appel. Sur la droite, le bâtiment est celui dans lequel les déportés abandonnent leurs vêtements civils, de la tête aux pieds, y compris les sous-vêtements. Après avoir été rasés intégralement, ils sont menés jusqu'aux douches, au sous-sol. Les vêtements, tout comme les effets personnels, seront collectés alors par d'autres déportés et expédiés en Allemagne. Des témoignages racontent que les déportés subissaient des brimades dans les douches ou, appelée encore, la procédure de désinfection. Les gardiens du camp s'amusaient en effet à modifier la température de l'eau, tantôt extrêmement chaude, tantôt extrêmement froide. Certains n'y survivront pas. Leurs dépouilles seront directement amenées dans le premier four crématoire pour être incinérées. Vous voyez désormais sur le côté gauche de l'Appelplatz les baraquements dans lesquels les déportés seront logés, après avoir perçu la tenue du déporté, à savoir un bonnet, une chemise, un pantalon, des sabots, la tenue blanche et bleue du déporté. Nous arrivons maintenant au centre de l'Appelplatz, et en tournant la tête, vous voyez au fond le portail d'entrée que les déportés ne franchiront que lorsqu'ils iront au travail. Nous voici face au bloc de quarantaine sur votre gauche, et sur votre droite, il y a la prison, appelée par les déportés le bunker. Ce que vous voyez sur votre gauche
est le révier. Au milieu, il y a la cheminée du four crématoire et sur votre droite, la prison, encore appelée le bunker. Le révier, c'était l'infirmerie. Dans tous les camps de concentration, l'infirmerie ne servira jamais à soigner les déportés. Ce ne sera que l'antichambre de la mort, un lieu d'expérimentation, un lieu de torture, un préambule, avant de terminer dans les fours crématoires. Dans la zone de quarantaine, les déportés qui avaient survécu jusque-là restaient un certain nombre de jours, s'ils ne mouraient pas entre-temps. On craignait des épidémies et notamment le typhus. Les déportés pouvaient être tatoués avant d'entrer dans le bloc de quarantaine ou après s'ils étaient toujours vivants. Tous les baraquements n'ont pas été conservés. Ils n'étaient pas faits pour durer et donc il n'en reste que 3 aujourd'hui pour la visite. Vous venez de voir l'Appelplatz et ses différents bâtiments. Nous allons maintenant nous diriger vers la carrière. Nous sommes maintenant devant l'entrée de la carrière. Il y a une route qui vient de la ville de Mauthausen, à droite, et qui mène sur la gauche au camp de Gusen. Camp de Gusen qui exploitait lui aussi une autre carrière de granit. Cette route passe donc par devant l'entrée de la carrière. La carrière représente l'un des lieux les plus terribles du camp, de par le travail qui y est accompli, à savoir découper des blocs de granit pour les transformer en pavés. C'est un lieu horrible parce que les SS obligeront les prisonniers à remonter un bloc de granit sur leur dos au moyen de l'escalier de 186 marches qui est devant vous, sur votre gauche. Cet escalier de 186 marches sera surnommé par les déportés l'escalier de la mort. Vous pouvez voir au fond à droite sur la vidéo un mirador. Les gardes SS abattaient parfois des déportés en plein milieu de la journée de travail. La carrière, c'est 1 km de long pour 270 mètres de large. Juste une seconde avant de voir cet escalier des 186 marches, vous avez face à vous le mur des parachutistes en haut à droite. Il a été baptisé ainsi car les gardes SS s'amusaient à y faire sauter les prisonniers comme le feraient des parachutistes. Les malheureux s'écrasaient alors en contrebas après une chute d'une trentaine de mètres. Une horreur absolue. Il arrivait parfois que les déportés s'y jettent d'eux-mêmes pour se suicider, cela pouvant être considéré comme une désobéissance. Des punitions collectives pouvaient donc être prononcées contre les autres déportés, afin de rappeler qui étaient les maîtres. À l'intérieur de la carrière aujourd'hui, il ne reste plus rien. Il ne reste que les fondations d'une machine qui servait à découper les blocs de granit en petits pavés de 40 à 50 kg tout de même. Voici le fameux escalier de 186 marches, dit escalier de la mort. Avant 1941, les marches sont d'inégale hauteur, entre 35 et 60 cm. Cela rajoute un supplice supplémentaire aux déportés pour pouvoir remonter jusqu'au camp. Lors de la visite d'Heinrich Himmler en 1941, ce dernier va demander à ce que l'escalier soit reconstruit selon les canons de l'époque, c'est-à-dire avec des marches standardisées d'une hauteur inférieure à 20 cm. Une sorte de rampe de chaque côté et des petites plateformes pour pouvoir faire des pauses. En vérité, il ne s'agit absolument pas de penser au confort des prisonniers, mais à toute autre chose. Heinrich Himmler, dans un souci de propagande, essaiera de faire passer le camp de Mauthausen pour un camp de travail bien organisé et où règne la discipline, dans lequel les prisonniers travaillent, certes, mais sont bien traités. La réalité sera totalement différente.
La modernisation de l'escalier va faire de nombreuses nouvelles victimes. Les plateformes intermédiaires, les lieux d'exécution pour le spectacle, un petit peu à la manière des différents paliers d'un plongeoir. Les prisonniers travailleront jusqu'à 13 heures par jour dans cette carrière. Les chutes n'étaient donc pas rares, voire plutôt habituelles. Lorsqu'un déporté tombait, il entraînait les autres. Plusieurs personnes pouvaient alors être blessées grièvement ou tuées sur le coup. Les blessés finissaient bien souvent par être abattus sur place, voire on les laissait tout simplement mourir. Les déportés devaient alors les pousser sur le côté ou les remonter. Avant 1941, les corps retombaient en bas sur le sol de la carrière. Il fallait alors se rajouter la tâche pénible de les remonter jusqu'au camp pour pouvoir les incinérer dans les fours crématoires. Et tout cela sous les cris et les coups. Il n'était pas rare qu'au cours de la journée de travail, l'appel général soit décrété depuis l'Appelplatz. Les travailleurs de la carrière devaient alors remonter au pas de course pour se présenter au garde à vous. Tout retard était puni de coups, voire d'une mort immédiate. Toute tenue débraillée, ou si vous oubliez votre bonnet, et c'était des brimades. Vous pouviez subir également le jeu du tir au pigeon. Les gardes vous prenaient votre bonnet, le jetaient en direction des barbelés électrifiés. Le déporté courait chercher alors sa coiffe et se faisait tirer dessus dans le dos pour tentative d'évasion. Cet escalier de 186 marches, normalement, ne devait servir qu'aux allées et venues des prisonniers pour se rendre jusqu'à leur site de travail. Il ne vous a pas échappé que la carrière comporte de grandes ouvertures, et cela dès le début de son exploitation, c'est-à-dire bien avant la construction du camp. Ainsi, les pierres auraient pu être chargées directement sur les camions qui auraient alors emprunté la route jusqu'à la ville de Mauthausen. Oui, mais il aurait fallu transporter les prisonniers en même temps, ou les faire marcher derrière les camions. Alors, le commandant du camp décidera tout simplement de faire remonter les pierres par les déportés sur leur dos, peu importe s'il y a des morts en chemin. Les pierres seront donc acheminées jusqu'à l'esplanade du camp, là où nous nous trouvions au début de la vidéo sur le parking actuel. La distance séparant les deux sites est de 800 mètres. Les pierres étaient chargées à bord des camions pour être expédiées dans tout le Reich. Le défi était de survivre à cette effroyable journée de travail, ponctuée de phases de comptabilisation des prisonniers. Les phases de comptabilisation revêtaient un caractère très aléatoire, en fonction des préoccupations des gardiens ou des officiers du camp. Elles pouvaient durer un temps paraissant toujours infini aux déportés. Les témoignages rapportent que des appels pouvaient parfois durer toute une journée et toute une nuit, quelles que soient les conditions météo et quelles que soient les pertes. L'appel était en lui un châtiment parmi tous les autres. Le repas était pris seulement le soir. Au cours de la journée, les déportés pouvaient emporter avec eux simplement un petit peu de pain, entre 150 grammes et 200 grammes quand il y avait du pain. Ce n'était, hélas, pas le cas tous les jours. Nous venons de quitter le promontoire qui surplombe la carrière. De ce promontoire, il est indiqué qu'il reste encore 250 mètres approximativement pour parvenir à l'entrée du camp. Comme vous pouvez le voir, le chemin a été entièrement pavé. Avant, il était en cailloux et en terre. La modernisation du camp fut ordonnée par Heinrich Himmler pour que le camp de concentration incarne l'image du Troisième Reich, ordonné, discipliné et propre. C'est le camp de concentration de Dachau ou Dachau dans le sud-est de l'Allemagne qui servira de modèle pour tous les autres. Je rappelle que Mauthausen est édifié en 1938 par les premiers déportés. Là, désormais, nous sommes en train de remonter vers le camp et sur votre droite, les baraquements ont disparu. Il s'agissait des baraquements dans lesquels les gardes SS logeaient, avec leurs familles pour certains d'entre eux. Forcément, ils étaient de meilleure facture que les baraquements des prisonniers. Ils ont été rasés après la guerre. Nous poursuivons cette remontée pour arriver désormais vers le bâtiment de l'administration qui se situe sur votre droite. Il a été conservé et maintenu en état car c'est dans ce bâtiment que les dossiers des déportés étaient enregistrés. La plupart de ces documents ont été détruits, plus ou moins en intégralité par les SS, à l'arrivée des libérateurs de la 11e division blindée américaine. Heureusement, les déportés ont pu prendre quelques photos et voler des documents au péril de leur vie. C'est pourquoi, ajouté aux nombreux témoignages, aujourd'hui le musée de Mauthausen dispose de nombreuses preuves, y compris des photos et des plans. Parmi les clichés, de nombreuses images sont plus insoutenables que les autres des crimes commis au sein du camp de concentration et de ses environs. Une photo est marquante, c'est celle de la décharge, l'endroit où les victimes incinérées étaient jetées. La décharge se situe à gauche des baraquements des déportés. On y accède par le centre de l'Appelplatz, juste avant le bloc de quarantaine
elle était encore fumante à la libération du camp. Revenu au centre de l'Appelplatz, face à vous, la prison, encore dénommée le bunker par les déportés. Nous allons descendre par la droite en longeant le bâtiment où l'on triait les vêtements des déportés, pour ensuite emprunter un corridor qui nous mènera vers l'entrée de la prison. Le bunker constitue une prison dans la prison. Vous pouviez y être incarcéré pour différents motifs, espionnage avéré ou non, déshumanisation forcée des plus récalcitrants. Il y était donc pratiqué des interrogatoires qui pouvaient durer des heures. Nous voici à l'intérieur de la prison, alors nous ne pouvons pas rentrer dans les cellules, elles ne sont pas accessibles. Nous pouvons simplement visiter les parties dans lesquelles les gardes SS étaient en faction. Les murs comportent des stigmates, des gravures laissées par les déportés et des gravures modernes, puisque le camp n'a pas été préservé immédiatement après la libération. Ce n'est que quelques années plus tard que l'Autriche va entamer un vaste programme de préservation des vestiges de l'Holocauste. Petite précision, il y a 33 cellules à l'intérieur du bunker, pouvant accueillir chacune entre 2 et 4 déportés. Les déportés y seront tués par différents procédés, un coup de revolver dans la nuque, dévorés par les chiens, par bastonnade, ou encore à l'aide d'une hache. Nous voici désormais dans la cour arrière de la prison. Vous voyez ici l'entrée du crématorium, il s'agit du four crématoire numéro 1. Et à l'intérieur de ce sous-sol, vous avez également l'unique chambre à gaz de Mauthausen. Car Mauthausen était au départ destiné à être un camp de travail, ce n'est qu'à compter de 1941 qu'il deviendra camp d'extermination par le travail. Notez la subtilité. Cette chambre à gaz aura une capacité de 80 à 100 personnes. La mort interviendra entre 20 et 30 minutes. Les victimes seront ensuite incinérées dans les fours crématoires. La chambre à gaz servira donc de manière épisodique au gré des arrivées et en fonction de l'origine ethnique des déportés. La mortalité sans cesse croissante conduira le commandant du camp à construire 2 autres fours crématoires qui fonctionneront en permanence de jour comme de nuit. À l'odeur pestilentielle des déportés en raison des conditions déplorables d'hygiène s'ajoutera l'odeur de la mort, des corps qu'on efface par le feu. Les nazis ajouteraient le feu purificateur. Nous sommes devant le four crématoire numéro 2 à double foyer. Il y a une particularité au camp de Mauthausen. Dans chacun des fours crématoires, il reste encore des cendres. Pas besoin de vous faire un long discours, il s'agit hélas des restes des déportés qu'on a tenté de faire disparaître. Elles ont été laissées là lors de la libération du camp et personne n'osera jamais y toucher. Nous repassons devant le premier four crématoire pour arriver à la salle de dissection sur la droite, table sur laquelle les détenus subissaient des expérimentations et sur laquelle on leur ôtait leurs dents en or. Dans le prolongement du couloir, on accède à la chambre froide.
dans laquelle les corps des déportés étaient entreposés avant qu'ils soient incinérés dans les fours crématoires. Elle avait une capacité d'environ 120 corps rangés les uns sur les autres. Elle fut régulièrement saturée. Sortant de cette morgue, entre guillemets, on arrive à la salle d'exécution par pendaison. Nous sommes ici face à la tirette qui actionnait une trappe située au-dessus. Cette trappe débouchait sur la cour de l'Appelplatz où nous étions tout à l'heure. Les déportés passaient la tête dans une corde, puis lorsque l'ordre était donné, le gardien SS actionnait la trappe. Le déporté tombait dans la fosse et se brisait la nuque. Il était ensuite détaché pour aller directement dans l'un des 2 crématoires se trouvant devant vous. Les fours ont hélas été détruits. Nous revenons maintenant dans la salle du four crématoire numéro 2, qui est aujourd'hui une salle de mémoire. Elle est parsemée de diverses photos, de divers petits drapeaux, français notamment. On peut y voir des bibles, des chapelets et de nombreux témoignages. Le camp de Mauthausen a reçu des déportés d'origines diverses. On compte à peu près 40 nationalités dans le camp, c'est-à-dire 40 langues différentes, dialectes, patois. En France, les gens parlaient leurs patois locaux. En Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, peu de gens parlaient la langue nationale, ils parlaient également leurs patois locaux. La salle du four crématoire numéro 2 est une salle dans laquelle il règne une atmosphère ô combien pesante, plus encore que dans les autres parties du camp. Et pour cause, les fours ne sont pas vides. Ils comportent encore des cendres des déportés. C'est insoutenable. La caméra filme, affronte, elle est courageuse. Le regard est fuyant, presque lâche. Avant de quitter ce sinistre endroit, nous refaisons un petit passage devant l'unique chambre à gaz du camp de Mauthausen. Comme vous pouvez le voir, il y a au plafond les faux pommeaux de douche et sur le mur en face, il s'agit du système d'évacuation des gaz mortels après l'extermination des personnes. La chambre à gaz était fermée par 2 portes étanches avant que ne démarre le processus d'exécution. Pour terminer cette visite, on se trouve sur le chemin dominant le camp des Soviets. Pourquoi le camp des Soviets? C'est parce qu'à partir de 1943 et suite à la bataille de Stalingrad, les Allemands vont faire prisonnier des soldats soviétiques. Le terrain sur lequel est implanté le camp des Soviets servait antérieurement comme terrain de sport pour les gardiens et leurs familles. Il y avait même une piscine construite par les déportés pour le plaisir des gardiens SS, des officiers, de leurs familles ou de leurs invités. Elle est toujours présente à gauche de l'entrée de la cour des garages. Du camp des Soviets, il ne reste aujourd'hui que les fondations. Ce camp était bâti avec de simples tentes et entouré de clôtures électrifiées. Il y avait également des miradors tout autour. Les conditions y étaient encore plus dures, dernier arrivé, dernier servi. Il fonctionna de 1943 jusqu'en 1945. Autant vous dire que de ce camp, il n'y eut quasiment aucun survivant. Notre visite s'achève maintenant ici, sur le parking visiteur, face au Danube et à la ville de Mauthausen en contrebas. Cette vidéo a été tournée en mars 2023. J'espère que la visite vous aura intéressé.
Je l'ai fait pour témoigner et pour rendre hommage à M. Jean Monin qui en est revenu. Il est décédé en 2019. Certaines images sont difficiles. Ce film n'est pas adapté à un public jeune. Il convient de le diffuser le plus possible. Et il faut l'expliquer. Les mots, comme les images, parfois, ne suffisent pas.